Bonjour à tous, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans l'un des phénomènes les plus fascinants et les plus dangereux de la finance, les bulles spéculatives. Et alors faites-moi confiance, quand vous en aurez vécu une de bulle spéculative, vous oublierez jamais, vous aurez des anecdotes à raconter autour du feu de cheminée pendant tout l'hiver, voire plusieurs hivers même. Alors d'abord, c'est quoi une bulle spéculative? Pourquoi tout le monde s'emballe jusqu'à que tout explose? Et surtout, pourquoi on tombe encore et encore dans le piège et qu'on se rend compte à chaque fois qu'on n'apprend rien du tout et qu'on oublie tout? Alors spoiler alerte, l'humain adore suivre la foule, même quand elle se jette dans le vide. On se comporte souvent, pour ne pas dire toujours, comme une grosse bande de lemmings. Tant vos parents vous ont souvent dit « Et ton copain, s'il saute d'un pont, tu sautes aussi ?» Alors pourquoi continue-t-on à s'emballer à chaque fois encore et encore? D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires en dessous, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'acheter une action, une crypto ou n'importe quoi d'autre juste parce que tout le monde en parlait? Vous pouvez me le dire, hein, on est juste entre nous. Allez, on perd pas plus de temps, c'est parti pour la plongée en eau trouble. Une bulle spéculative, c'est finalement assez simple. C'est quand le prix d'un actif, une action, une crypto ou n'importe quoi d'autre, grimpe en flèche bien au-delà de sa vraie valeur, juste parce que tout le monde pense qu'il va continuer à monter encore et encore plus haut, alors que tout le monde a pourtant bien compris que ça ne fait plus aucun sens. Salutations amicales à Palantir depuis quelques jours. Imaginez donc un ballon baudruche, vous soufflez, jusqu'à qu'il éclate. C'est exactement ce qui se passe dans les marchés lorsqu'on se trouve face à une bulle spéculative. Le problème, c'est que lorsque tu souffles dans ce ballon, tu sais très bien que ça va finir par exploser. Le seul problème qu'on a, c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va exploser. Et on peut même imaginer la chose encore différemment, peut-être mieux visualiser. La bulle spéculative, c'est comme une soirée open bar où l'alcool gratuit coule à flot. Au début, tout le monde s'amuse, ça trinque dans tous les sens, on trouve ça hyper marrant, puis tout d'un coup, on sent que ça dégénère, on voit que ça dégénère, et le lendemain, vous vous demandez ce qui a bien pu se passer. La question que l'on peut donc se poser est la suivante. Quelle est la recette et quels sont les ingrédients d'une bulle spéculative? C'est presque aussi facile que faire un gâteau 4 quarts, hein. Vous savez, 4 ingrédients à parts égales que vous mélangez. La bulle, c'est pareil. 25% d'optimisme irrationnel, 25% de cupidité, 25% de narratif complètement débile du style « Avec un bon site internet, on va gagner des milliards en 3 semaines » et 25% de mouvements de foule et qui pensent tous la même chose. Et bienvenue dans Space Mountain. Si je peux même vous raconter une anecdote, il y a quelques années, durant la bulle internet, j'ai un copain qui m'appelle et qui me dit « Thomas, il faut absolument que tu achètes des supraconducteurs. » Et je lui dis, et c'est quoi les supraconducteurs? Et il me dit, tu sais bien, tu sais ce que c'est un semi-conducteur? Je dis, oui, je sais ce que c'est un semi-conducteur. Il me dit, les supraconducteurs, c'est mieux. Et voilà, ça c'est le narratif qu'on avait besoin à l'époque pour acheter n'importe quoi, n'importe quelle société qui valait que dalle, mais on l'achetait quand même parce qu'on nous disait, parce que c'est mieux. Mais à ce jour, je sais toujours pas ce que c'est un supraconducteur. Pourquoi est-ce que les bulles spéculatives se forment-elles? Les bulles commencent souvent avec une nouvelle technologie, un produit révolutionnaire, un marché prometteur. Les premiers investisseurs font bien sûr des profits parce que c'est les early birds, c'est les premiers à être entrés dedans, et la nouvelle se répand comme une traînée de poudre, un peu comme le jeu de l'avion ou les fonds de Madoff, vous vous en souvenez certainement d'il y a quelques années en arrière. Et puis après, on a la deuxième étape, on a l'étape de l'emballement. Tout le monde veut sa part du gâteau, les prix montent, non pas parce que la valeur intrinsèque du produit ou de la société monte, mais parce que les gens ont peur de rater le train, peur de rater l'opportunité. C'est le fameux FOMO, le Fear of Missing Out en anglais. C'est comme quand tout le monde court vers le buffet gratuit. Au début, c'est l'euphorie parce qu'il y a plein à bouffer, puis à la fin, vous arrivez, puis il reste plus que les trucs pourris, voire rien du tout. Ensuite, les médias amplifient la frénésie, les banques prêtent de l'argent facilement pour racheter et pour investir encore plus, et l'illusion d'une croissance infinie s'installe. Des fois, vous avez même votre chauffeur taxi qui vous donne des recommandations d'investissement, et souvent pas que le chauffeur de taxi. Des fois, c'est le prof de golf, la caissière du grand magasin, le gars qui vient vous coller une amende sur votre pare-brise, et des fois même votre banquier. Mais toute bulle repose sur une chose fragile, la confiance. Et quand cette dernière s'évapore, c'est là que ça se gâte. Avant d'aller plus loin dans le cycle de vie d'une bulle, on va rapidement passer en revue les bulles les plus célèbres. Tout d'abord, à tout seigneur, tout honneur, la bulle des tulipes en 1637. Bon, pour être franc, celle-là, je ne l'ai pas connue. Comme c'était des tulipes, c'était forcément aux Pays-Bas. Les gens ont commencé à s'arracher des bulbes de tulipes, et un simple bulbe de tulipe pouvait à un certain moment valoir le prix d'une maison. Bon, une maison en 1637 bien sûr, hein, jusqu'à que tout d'un coup, tout le monde réalise qu'une tulipe, ça reste une fleur, et que si tu l'arroses pas, elle crève. Du coup, quand on a arrêté d'arroser la bulle,
Ensuite, il y a eu la bulle Internet. Dans les années 2000, les startups tech affichaient des valorisations stratosphériques sans faire même le moindre premier profit, voire même des fois sans gagner le moindre centime. Des fois, ça montait juste sur des promesses. Je vous jure, juste sur des promesses. T'avais une boîte qui vendait des chaussettes qui s'appelait Chaussettes Compagnie. Tu l'as transformée en chaussettes.com. Bam! Jackpot, 400% de hausse. T'emménageais dans le 16e et tu donnais ta Clio parce que tu la vendais même pas. Ça valait la peine. Tu donnais ta Clio et tu roulais en Bentley. Et quand la bulle a éclaté, la chute était proprement vertigineuse. Et perso, j'ai perdu 80% de mon portefeuille. Aujourd'hui, les gens en parlent très peu et visiblement, ils ont tous vendu au plus haut. En 2008, on nous a inventé un nouveau truc, la bulle immobilière et la crise des subprimes. Les prêts hypothécaires à risque, adossés à n'importe quoi, qui ont poussé les prix de l'immobilier à des sommets absolument stratosphériques, une concertation globale des banques mondiales pour vendre des produits de merde à des clients qui comprenaient rien, des produits vendus par des banquiers qui souvent ils comprenaient pas plus, et puis la Fed a monté les taux, ce qui a déclenché l'explosion des défauts de paiement sur les crédits immobiliers, une montagne de banques se sont effondrées, Lehman Brothers en tête, et on a failli tous mourir. Cette perte serait plus grande que la capitalisation boursière actuelle de cette compagnie. Dans la foulée, on peut aussi parler de GameStop et les mêmes stocks en 2021. Un groupe d'internautes qui se sont mis à jouer sur Reddit et ont fait bondir l'action GameStop et d'autres, provoquant un chaos financier en manipulant les options et en tuant du même coup les hedge funds. Et puis, le soufflet est retombé. Au plus haut, GameStop valait 120 balles. Aujourd'hui, ça vaut 20 balles et ils ont toujours le même business plan pourri qui ne décolle pas. Après, il y a eu bien sûr le Bitcoin et les cryptos qui nous ont fait deux bulles successivement 2017, 2020, montée fulgurante, FOMO maximal, explosion dantesque et retour à la réalité à chaque fin de cycle. Ces exemples ont un point commun, c'est la folie collective. On pense toujours que cette fois c'est différent. Spoiler alerte, c'est jamais différent. D'ailleurs, Sir Templeton le disait, les mots les plus dangereux en matière d'investissement sont « cette fois c'est différent ». Alors la grande question maintenant, c'est comment est-ce que les bulles éclatent? C'est finalement assez simple. Les bulles éclatent quand la réalité reprend ses droits. Il suffit d'un élément déclencheur. Une hausse des taux d'intérêt, une récession inattendue, une mauvaise nouvelle économique, une mauvaise nouvelle fondamentale qui fait réaliser à tout le monde que tout est trop cher et que le marché joue du pipeau pour que ça monte encore. Ou tout simplement un doute qui commence à se propager dans le marché. Une mauvaise rumeur. Ou pire, un hiver froid qui fait geler les bulbes de tulipes. Du coup, les investisseurs paniquent, tout le monde essaie de vendre en même temps et le marché s'effondre. C'est le Titanic, sauf que c'est mon portefeuille d'abord et ensuite les enfants et les femmes. Peut-être. Et comme sur le Titanic, quand la musique s'arrête, ceux qui sont encore sur le bateau, ils sont foutus. Alors, quelles sont les leçons à retenir de ces bulles spéculatives? Comment éviter de se faire piéger? Tout d'abord, la première chose, c'est de rester rationnel. Si un actif monte trop vite, posez-vous la question, est-ce que c'est justifié? Salutations amicales à Palantir. Ne suivez pas la foule ensuite, ne suivez pas la foule aveuglément. C'est pas parce que tout le monde achète que c'est une bonne idée. Ensuite, bien sûr, il y a l'éternel, diversifiez votre portefeuille. Ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. C'est bateau, mais c'est un grand classique. Et souvenez-vous, les bulles font partie de la nature humaine. L'important, c'est de savoir les repérer et de ne pas se laisser emporter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jouer avec la vague, il faut juste faire gaffe que la vague, elle peut revenir aussi. Finalement, en finance, c'est un peu comme en soirée. Le plus important, c'est de savoir quand partir avant que ça dégénère et que ça tourne mal. Oh my God! Avant de vous quitter, je voudrais juste vous donner quelques pistes pour identifier une bulle. Notez-les, imprimez-les, collez-les à côté de vos écrans. Ça peut toujours servir pour se rappeler de comment les identifier. Et repérer une bulle avant qu'elle explose, c'est tout un art. Mais il y a quelques signes qui ne trompent pas et qu'on retrouve quasiment à chaque fois dans les histoires des bulles spéculatives. Tout d'abord, la hausse irrationnelle. Si ça monte à toute vitesse sans aucune justification économique ou fondamentale et que tout le monde en parle au café du coin, méfiance. FOMO, euphorie collective, quand tout le monde veut acheter avant qu'il soit trop tard et que même ta grand-mère te demande si elle doit investir, c'est très mauvais signe. Valorisation délirante, si une boîte qui perd de l'argent vaut plus cher qu'Apple ou qu'un simple JPEG vaut des millions de dollars, attention, red flag. Et puis quand on te prête trop facilement de l'argent, quand on donne du levier, on te propose du levier, les bulles gonflent souvent avec l'argent emprunté. Plus la dette est haute, plus le crash sera violent. Et puis les médias qui sont en feu, si les journaux annoncent un nouvel âge d'or, une révolution technologique ou ce que cette fois c'est différent, c'est presque toujours faux.
Petite anecdote de nouveau, en l'an 2000, quand la bulle s'est dégonflée, à 15 jours du top des marchés, il y a un journal qui est venu, un journal suisse, qui est venu faire un cahier spécial pour dire qu'est-ce qu'il faut acheter dans le Nasdaq pour gagner beaucoup d'argent. Je schématise le titre, mais c'était un peu l'idée. Et surtout que c'était un journal qui n'avait aucune connexion avec la finance et qui ne faisait jamais de finance d'habitude. Mais là, à 15 jours du top, ce journal, très populaire, est venu nous expliquer comment il fallait investir dans le Nasdaq. Bref, en conclusion, quand tout semble trop beau pour être vrai, eh ben c'est que ça l'est. Merci d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, si vous avez aimé, pensez à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. Et puis surtout, cliquez sur la cloche pour ne rien rater de la suite. On se retrouve très vite pour d'autres aventures financières. À bientôt. Bye bye.